Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait, elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un môle de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, et également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous toutes, ou presque, des féministes de droite exclues de la manif. Ce dimanche à Paris avait lieu la marche contre les violences faites aux femmes, un événement largement relayé par des médias BA. Durant la manifestation, des féministes de droite ont été éjectées du cortège pour avoir parlé du profil des agresseurs sexuels. Le service public en roue libre sur les migrants, un ancien présentateur de BFM qui rejoint le Rassemblement national, nous reviendrons ensemble sur la semaine médiatique. Mali, le traitement médiatique d'un drame. Si les médias ont quasi unanimement communié autour du drame terrible survenu au Mali, ils ont préféré occulter le fait que de très nombreux extra-européens se sont réjouis de la mort de 13 soldats français sur les réseaux sociaux. Et pour commencer cette émission, Jean-Yves, je me tourne vers vous, c'est l'image de la semaine. Et cette image, c'est l'attaque violente d'une réunion de l'étudiant libre par l'extrême gauche à Rennes. Oui, alors qu'est-ce que l'étudiant libre ? C'est un magazine hebdomadaire qu'on peut aussi trouver en ligne, on va dire de droite conservatrice. Et donc ils avaient une réunion pour se faire connaître, pour travailler à Rennes. Et ils ont été violemment agressés par les antifas, enfin l'extrême gauche, avec des jets d'acide. Il y a eu un garçon assez gravement blessé. Oui. L'acide, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y avait il y a eu du jet d'acide, en tout cas sur un œil. Bon, c'est quand même pas forcément idéal. Voilà, ça devrait indigner de manière générale la presse, parce que c'est l'attaque d'un média. Et puis, ce qui est quand même assez intéressant, donc c'est l'extrême gauche attaque un média. On en parle guère, à part un petit article dans Ouest France. Qui parle d'une attaque faite par des activistes. Des activistes. C'est pas des activistes venus de... activiste, c'est amélioratif comme terme. C'est un peu Greenpeace. C'est des activistes, c'est de l'extrême gauche violente qui est extrêmement présente à Rennes, qui tient un peu le pavé à Rennes. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est qu'au départ... ces gens-là ne s'attaquaient qu'à ce qu'ils appelaient l'extrême droite, mais maintenant ils ont une conception de plus en plus extensive de l'extrême droite et de ceux qu'ils attaquent. Bravo en tout cas à l'étudiant libre de faire ce qu'ils font, et ils défendront leur liberté comme ils l'ont fait à Rennes malgré tout. Passons au premier sujet, nous toutes ou presque.
Ce dimanche à Paris, c'était donc la marche contre les violences faites aux femmes et le traitement médiatique a été massif. Mais avant de s'interroger sur ce traitement, revenons sur la bataille des chiffres avec ce tweet d'Eugénie Bastier. Les subtilités de la titraille quand le cabinet Occurrence contre la manif pour tous, c'est près de 74 500 participants. Mais quand c'est la manif féministe, c'est au moins 49 000 personnes. Jean-Yves, c'est effectivement... c'est le parti pris. Si vous êtes contre, vous arrondissez à la baisse. Si vous êtes pour, vous arrondissez à la hausse. Les organisateurs arrondissent toujours à la hausse et donc le monde se situe du côté des organisateurs. Pas autant d'ailleurs que BFM TV qui a repris carrément le chiffre de 100 000 qui était le chiffre des organisateurs alors que là le chiffre de 49 000 est le chiffre du comptage d'un groupe de médias. Voilà. Alors les médias n'ont pas manqué de parler abondamment de cette manifestation et de la question du féminicide. À juger plutôt Le Figaro qui consacre sa une ainsi que son éditorial aux violences conjugales, sans compter 3 pleines pages. Tout ça c'était dans le journal du 25 novembre. Libération qui a évidemment mis un gros coup de projecteur sur la problématique avec la une de son édition du week-end et 2 doubles pages. Et enfin Le Monde qui a évoqué la manifestation et les violences faites aux femmes dans 2 unes ainsi que sur 2 doubles pages. Jean-Yves, sur ce traitement médiatique qui est massif, je vous propose qu'on écoute Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du Monde. Luc Bronner, il y a 8 mois, considérait que parmi les thèmes d'enquête importants, il y avait la question des féminicides. Je parle d'ici, il y a 8 mois. Luc a décidé de dédier une douzaine de journalistes du Monde pendant 1 an pour enquêter sur les 130 féminicides de 2018. Oui, alors qui est Louis Dreyfus? C'est un financier, mais un financier qui est aujourd'hui le patron du Monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien voilà, j'ai demandé avec Luc Bronner, on a décidé de mettre 12 journalistes pendant 1 an pour traiter ce qu'il appelle les féminicides. Le féminicide, c'est de la novlangue, c'est un homicide. L'homicide, ça touche aussi bien les hommes que les femmes en français. Mais enfin, passons. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que si on regarde les chiffres, il y a eu, en 2018, l'année de référence, 845 homicides, hommes et femmes compris. Et à l'intérieur de cela, 135 meurtres, parce que c'est de ça qu'il s'agit, considérés comme féminicides, c'est-à-dire 16%. Mais si le Monde avait voulu traiter l'ensemble des homicides de la même façon, l'ensemble des meurtres de la même façon, eh bien, il aurait dû mettre 75 journalistes pour les autres meurtres, qui ne sont pas inintéressants non plus. Malgré tout, ça fait aussi des victimes. Et là, c'est vraiment, on voit très bien le choix éditorial. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a là une campagne qui correspond à un phénomène tout à fait regrettable, bien entendu, qui d'ailleurs, malheureusement, a toujours existé. Il y a eu 130 femmes tuées par leur mari ou leur compagnon ou la personne qu'ils fréquentaient au cours de l'année 2018. Il y en avait à peu près le même nombre il y a 10 ans. Oui, ça n'a pas bougé. C'est tout à fait regrettable, mais c'est pas franchement un phénomène tout à fait nouveau. Donc, on a monté, en fait, une opération de focalisation sur ce sujet, une opération de propagande, avec une articulation tout à fait classique. Les médias, Le Monde et puis tous les autres médias qui relaient, la ministre, Madame Schiappa, et les associations féministes, dont celle de Caroline de Haas, qui d'ailleurs gagne très bien sa vie en vendant des stages de formation dans les entreprises, dans les médias. Pour elle, c'est un business qui doit rapporter beaucoup, avec des marges sans doute très confortables. Ce serait intéressant de regarder. Si on avait 12 personnes disponible à TV Liberté, on pourrait peut-être trouver des choses tout à fait intéressantes. Et donc, comment fonctionne la propagande? Les associations, les médias et le pouvoir politique. C'est un triangle, c'est le triangle de la propagande dans la France contemporaine. Et vous parliez du personnel à TV Liberté, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs que c'est la période des dons. Donc n'hésitez pas à soutenir TV Liberté, on en a besoin, il n'y a pas de raison pour que seul Le Monde puisse enquêter sur des sujets. Jean-Yves, on va parler d'autre chose qui concerne cette manifestation. C'est plusieurs militantes féministes qui ont manifesté en brandissant des pancartes, des pancartes qui n'étaient pas politiquement correctes, puisque par exemple l'une d'elles rappelait qu'à Paris, 52% des violeurs étaient étrangers et ça n'a pas plu aux autres manifestantes. Juste une précision, quand on dit 52% des violeurs à Paris sont étrangers, dans les 48%
restants, il y a un certain nombre de binationaux et un certain nombre de gens issus de l'immigration. Donc ça donne une idée de l'ampleur du phénomène qui a quand même pour cause une immigration incontrôlée. Eh ben, on vous attend à la prochaine manif féministe avec un Ah panneau non, la disant... manif féministe, non, moi je participerai à des manifs d'hommes chauds, mais pas à des manifs de féministes. C'est Bon, pas possible. En tout cas, on va regarder la réaction des autres manifestantes à ces militantes féministes qui pointaient du doigt le profil des violeurs. Féministe, pas facho, féministe, pas facho, féministe, pas facho, féministe, pas facho. Et ce qui est intéressant, c'est que cette scène, elle a été discutée dans plusieurs émissions, notamment Punchline, grâce à Gabrielle Cluzel. Elles sont venues avec une pancarte. Je voyais ma voisine sourire quand on voyait cette séquence. Moi, je la trouve assez grave parce qu'elles sont venues avec une pancarte qui disait la vérité et somme toute, elles ne disaient rien de plus que ce que disait Marlène Schiappa. Et elles ont été virées de façon assez violente. On leur a arraché leur pancarte. On leur a dit féministe mais pas facho. Faut regarder, c'est quand même assez intéressant. Là, c'était des violences entre femmes, on va dire. Donc, ça veut dire que la manifestation, c'est par nous toutes. C'est nous toutes, sauf certaines. Il y a des réalités qui ont été occultées sur ces sujets-là. Il me semble qu'on a le droit d'en parler et je trouve regrettable que les féministes veuillent absolument éviter ce sujet. Voilà, alors ça paraît simple comme ça, mais faire cela, ça demande du courage. Et d'ailleurs, elle le dit, on doit avoir le droit d'en parler, parce que c'est pas facile. Et quand vous regardez les deux personnes qui sont à ses côtés, une féministe et d'acier, ils sont gênés. Ils prennent l'air gênés. Ils sont gênés parce qu'ils entendent quelque chose qu'on ne doit pas dire parce que c'est politiquement incorrect. Et là, Gabrielle Cluzel fait du bon travail parce qu'elle déplace les limites du politiquement correct et elle salue le courage de ces féministes réalistes, de ces féministes identitaires qui osent dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on nous les raconte. Alors, autre passage médiatique pour ces jeunes filles, eh bien, sur Sud Radio, André Berkoff a donné la parole à Alice, une représentante du collectif Némésis. Ça traduit quoi, le fait que vous ayez été rejeté comme ça ? Un énorme malaise au sein de ces associations-là qui veulent en fait dénoncer les violences faites aux femmes mais qui se heurtent à leurs contradictions parce qu'aujourd'hui dénoncer les violences faites aux femmes mais ne pas parler aussi des problèmes liés à l'immigration qui sont intimement liés aussi parce qu'aujourd'hui on sait que beaucoup de violences notamment de rue sont faites par des personnes issues du Maghreb ou d'Afrique. À partir de là, ne pas en parler, c'est quand même extrêmement dangereux. Sans généraliser. Alors, Némésis, c'est une divinité grecque de la colère, et ces jeunes femmes expliquent pourquoi elles sont en colère contre ce qu'elles appellent les féministes médiatiques, et Parivox leur a donné la parole et explique ce qu'elles font. C'est tout à fait intéressant de le savoir, Oui, alors, et de les soutenir. Effectivement, dans Parivox, on lit donc un entretien avec ce collectif, et on y apprend, elle le déclare, nous nous focalisons sur l'immigration et ses effets négatifs sur la vie quotidienne des femmes françaises, sujet complètement tabou chez les féministes médiatiques. Donc l'expression, effectivement, elle est intéressante, féministe médiatique. Les autres groupes féministes ne traitent les violences que subissent quotidiennement les femmes qu'en les noyant sous des concepts abstraits comme celui de patriarcat pour occulter le fait que nos agresseurs sont massivement d'origine extra-européenne. Effectivement, elles n'ont pas froid aux yeux, elles désignent les causes. Et Le Monde, qui a 12 enquêteurs, pourrait essayer de nous dire quels sont les profils des victimes et des coupables, dans quel quartier, de quelle origine, voilà. Ce serait intéressant de nous le dire. S'ils ne nous le disent pas, c'est peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas nous le dire. Effectivement. Bien, Jean-Yves, passons à la revue de presse. Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, eh bien, on entame avec une censure du Parisien à l'encontre de Serge Federbusch. Alors, Serge Federbusch est le candidat soutenu par le Rassemblement national, le Parti chrétien-démocrate à Paris. Les sondages le mettent entre 5 à 10% des suffrages, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même relativement important pour Paris. Sauf que les médias ne parlent absolument pas de lui. Je précise que c'est un des meilleurs connaisseurs de la vie parisienne, de la vie politique parisienne, des problèmes de Paris, mais les médias ne parlent absolument pas de lui. Ils parlent de candidats comme M. Ganzer ou M. Bournazel qui sont crédités de 1 à 2% de suffrages, mais ils ne parlent pas
de Federbush, notamment. Le Parisien interroge tous les candidats sur le sujet du logement, mais il n'interroge pas Federbush. Ça s'appelle le bobard par occultation. Le bobard par occultation, sans doute que M. Federbush n'est pas dans les petits papiers de la famille Arnaud qui dirige le Parisien. Et Jean-Yves, puisqu'on parle de propriétaires de journaux, eh bien, c'est une des nouvelles de la semaine. Pierre-Antoine Capton, un Macron compatible, nous annonce Challenge, rachète Paris-Normandie. Pierre-Antoine Capton, c'est un homme qui est connu pour un documentaire très favorable à Macron pendant la campagne présidentielle. Les proches de Macron, ils rachètent Paris-Normandie, ce qui permet d'avoir un proche pour contrôler une grande région et les élections municipales dans cette région. Qui est aussi la région du Premier ministre d'ailleurs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Pierre-Antoine Capton, il est aussi associé en affaires à Niel, qui avait racheté Nice Matin pour avoir une direction Macron-compatible à Nice Matin. Et Niel est à la ville le mari de la fille de Bernard Arnault, qui est elle-même la patronne du Parisien. Donc vous voyez comment les municipales sont bien préparées. La Normandie, le Sud, Paris. Et je ne parle pas du Sud-Est, où là, c'est M. Bailey qui règne sur tout ce secteur. Vous voyez, on est une grande démocratie libérale, mais où nous avons une presse régionale parfaitement monopolistique et au service du pouvoir. En sachant que Pierre-Antoine Capton, il est aussi producteur télévisé, puisqu'il produit C'est à vous et Eric et Zemmour et Nolo. Donc c'est un homme qui a des billes un petit peu partout. Retour sur le service public, Jean-Yves, avec cette fiction pro-migrants diffusée par France Télévisions, dont je vais vous délivrer le synopsis. Nous écoutons votre parole, nous buvons vos paroles, Nicolas. C'est quasiment par l'évangile. Là. Le jour où la classe unique du village doit fermer, le maire ne peut que se résigner à la solution improbable imposée par la préfecture, héberger les réfugiés et leurs enfants. Les habitants se déchirent, certains enthousiastes, d'autres hostiles aux invités de leur maire. Mais vivre aux côtés de Hassan, Yana ou Nassim fait évoluer petit à petit les mentalités. Ah ouais, là j'en essuie une, là je sors le mouchoir et j'en essuie une larme là. C'est quand même exceptionnel. Hein. Alors on a tout, on a le contrôle, on a l'occultation, on l'a vu tout à l'heure, et puis on a la propagande. La propagande, le bulldozer de la propagande, quoi. Et dans les séries, c'est évidemment encore plus efficace. Ouais, et sur le service public, donc je rappelle qu'on est en période de don, donc amis spectateurs, face au service public et à la redevance. Subventionner la redevance, la redevance volontaire pour TV Liberté. Oui, c'est important. Heureusement déductible. Autre nouvelle médiatique, eh bien, c'est cet article de diabolisation à l'encontre d'un candidat au municipal d'Union des droites au Mans. Quenel, appel au suicide de ministres, propos anti-islam, au Mans, les dérapages assumés des candidats du Rassemblement national au municipal. Alors là, c'est un article de Lucie Soulier du Monde, donc qui vise à donner un peu le ton. Et le ton qui est donné, c'est éplucher tous les comptes sociaux des candidats du Rassemblement national, trouver la petite bête et monter l'affaire en épingle pour essayer de casser la liste. Donc c'est une opération, on peut dire, politicienne, qui a d'ailleurs un peu marché lors des municipales précédentes et surtout lors des élections départementales. Alors, il y a d'ailleurs une occasion de mettre ça en échec. C'est tout simplement de ne pas tenir compte de ces campagnes de diabolisation. La diabolisation, à partir du moment où on lui prête crédit, eh bien, on est mort. La diabolisation, il faut dire, so what, et puis continuer. Sinon, oui, bien, Nicolas. Sinon, on est perdu. Mais là, je pense que on voit ce qui se dessine pour les prochaines élections municipales, où on va éplucher tous les comptes sociaux, tout le passé des candidats, dans deux buts dissuader les gens d'aller sur les listes une fois que la liste est constituée, essayer de la démolir. Évidemment, il ne faut pas tenir compte de ça, sinon on ne sera pas vraiment dans une démocratie pluraliste, puisque certaines listes ne pourront pas être déposées, alors qu'on n'ira pas regarder sur les listes écolos, ou sur les listes de LFI, ou sur les listes LR, ou sur les listes macronistes. On ne va pas aller éplucher tout ça, quoi, voilà. Ou si c'est épluché, les médias n'en parleront pas.
Alors, autre sujet cette semaine, eh bien, c'est cet article de l'Obs à propos des ex-muslims, comme on les appelle, c'est-à-dire les ex-musulmans. Timothée de Roglodre sur Twitter défend son article. Avec Célia Mebroukine, on a enquêté pour l'Obs sur le mouvement ex-muslim d'anciens musulmans qui défendent leur droit à l'apostasie et à la critique de l'islam. En France, ses principales figures flirtent avec l'extrême droite et la fachosphère. Alors, c'est un article de dénonciation, honnêtement, de dénonciation de gens courageux, parce que sortir de l'islam et s'afficher comme sortant de l'islam, ça demande du courage. On rappelle que l'apostasie en islam est punie de mort dans quasiment tous les pays musulmans, y compris dans des pays progressistes comme le Maroc, par exemple. Progressiste, oui. Voilà. Oui. Enfin, t'es vu comme progressiste. Vu comme progressiste. Je dois dire que, franchement, c'est du journalisme mouchard, ça. Voilà. Et vous savez ce que disait Solzhenitsyn des mouchards. C'était le goulag, hein. Ouais. Tuons les mouchards. Symboliquement, bien entendu. Autre actualité, eh bien, c'est cet ancien journaliste de BFM TV, Pascal Humeau, ancien présentateur, qui devient conseiller au Rassemblement National auprès de Jordan Bardella. Oui, alors c'est assez intéressant parce que ça prouve que malgré tout, au sein du monde médiatique, il y a tout de même un certain nombre de gens qui ne pensent pas tout à fait comme tous les autres. Et de temps en temps, il y en a un, ça plairait à François Bousquet, il y en a un qui fait son outing en quelque sorte, puisqu'il a publié d'ailleurs quelques tweets où il parle du grand remplacement, où il défend des opinions qui sont quand même pas courantes dans sa profession. Voilà, alors c'est intéressant quand même, parce que ça prouve que même dans ces milieux-là, il peut y avoir des gens qui commencent à se poser des questions. Et puis, ceci étant, Bardella est très bon naturellement en médias, donc il sera sans doute encore meilleur. Et peut-être même qu'il y a des journalistes qui regardent Immédiat tous les jours avec délectation, toutes les semaines. On ne peut pas l'exclure, oui. Peut-être. Passons au deuxième sujet, Mali, le traitement médiatique d'un drame. Dans la nuit de lundi à mardi, 13 soldats engagés auprès de la force Barkhane au Mali sont morts suite à un accident de vol entre 2 hélicoptères. Et le traitement médiatique a été globalement unanime. Grande une du Figaro, du Parisien, du Monde, les journaux télévisés qui ouvrent sur cette information et les émissions de débat qui évoquent longuement le sujet. Pas de mention dans Libération Papier qui sortait hier, un numéro réalisé par des auteurs jeunesse qui explique la chose, mais peu de mention malgré tout du drame sur leur site internet. Bon, choix éditorial. Et Jean-Yves, vous avez une petite mention particulière pour La Croix. Oui, La Croix a fait un très beau portrait d'un des officiers qui a été tué, qui était, je crois, le chef de bord d'un hélicoptère. Clément Fizeroche, c'est une belle image de la France, c'est un beau portrait. Bon, on est suffisamment critique vis-à-vis des médias et notamment vis-à-vis de La Croix pour de temps en temps tirer un petit coup de chapeau. C'est l'union nationale jusqu'au bout. Alors, ce qui a été repris par les médias, c'est aussi des questions sur le bien fondé de l'opération Barkhane. On a par exemple Présent qui a sorti un article assez intéressant. Barkhane, l'heure des questions. Jean-Yves, on voit donc que la question de l'opportunité a été soulevée. C'est très difficile. Il y a 3000 hommes pour contrôler une bonne partie du Sahara. Le Mali, c'est 5 fois grand comme la France. C'est évidemment très difficile. Et puis, c'est un mouvement historique très ancien. Il faut regarder ce que peut écrire Bernard Lugan sur le sujet. Il y a toujours eu dans ces zones d'Afrique un conflit entre ce qu'on appelle les Blancs, en fait, qui sont des Touaregs, plutôt des gens d'origine arabe, musulmans en tout cas, vis-à-vis des tribus africaines, animistes ou chrétiennes, aujourd'hui d'ailleurs qui se convertissent à l'islam pour certains. Et donc il y a un conflit, avant même le conflit de Daesh, puisque ces gens-là se réclament de Daesh, le conflit il se réclame de Daesh, mais ça correspond à une vieille ligne de fracture géopolitique. Et c'est pas forcément avec 3000 hommes qu'on peut arriver à combler cette ligne de fracture géopolitique, d'où la difficulté pour l'armée française. Voilà. Mais bon, les hommes font et les officiers font le travail qu'on leur demande, je pense, avec beaucoup de courage. Et puis, parfois, ça se termine mal. Alors, honneur à eux, en tout cas. Oui, effectivement. Alors Jean-Yves, puisque vous parlez d'honneur, justement, eh bien, on va revenir sur cette séquence d'Éric Zemmour dans Face à l'info, une séquence qui a choqué.
C'est vraiment un déchirement que d'entendre cette litanie de noms. On devine que ce sont des troupes d'élite. D'ailleurs, à entendre leur nom, on voit c'est vraiment la vieille France, quoi. C'est la France de 14. On est loin des polémiques médiatiques sur la diversité, les quotas, etc. C'est vraiment des gens qui s'engagent depuis des siècles. Il y a beaucoup d'aristocrates. C'est très émouvant, je trouve. Alors, ça peut paraître étonnant, mais oui, cette séquence a bien choqué, notamment des journalistes. Par exemple, Adrien Matou, qui est journaliste à Marianne, qui s'en est ému sur Twitter. Quand l'obsession raciale vire au morbide, n'importe qui s'intéressant un peu au sujet sait très bien que les citoyens issus de la diversité sont très nombreux dans l'armée française. Mais bon, c'est mieux de saisir l'occasion d'un drame pour leur cracher dessus. Réaction forte. Alors d'abord, ce propos est doublement choquant. D'abord parce que Zemmour ne crache absolument pas sur les citoyens issus de la diversité, comme il dit, comme ce journaliste dit, mais il salue au fond des fils de France qui correspondent à la France traditionnelle, à la France un peu telle qu'elle était en 14, mais il crache pas sur les autres. Deuxièmement, il faut quand même reconnaître que l'immense majorité des soldats tués outre-mer actuellement sont essentiellement des Français de souche, plus quelques légionnaires, ce qui est une unité particulière, tout simplement d'ailleurs, parce que ce sont les plus nombreux et de loin dans les unités d'élite, et que ce sont les unités d'élite qui sont le plus au contact de l'ennemi. Voilà. Donc c'est doublement faux ce tweet. Et puis on peut se poser la question aussi de la démagogie, parce que si ça avait été une unité extrêmement métissée, on aurait peut-être eu un discours, là, pour le coup, de récupération. Bien sûr. Mais ça, c'est toujours le deux poids, deux mesures. On reproche à Zemmour de dire, bah oui, c'est la France profonde, c'est les Français de souche. Mais on aurait dit, ah là là, c'est la France métissée, unie, etc. La France du vivre ensemble. La France du vivre ensemble, nous mourir ensemble, voilà. Alors, deux poids, ouais. deux mesures. Autre information suite à ce drame, eh bien, ce sont les réactions odieuses de certains internautes, des réactions hilares et joyeuses sur les publications de nombreux médias par des extra-européens, des personnes arabes ou d'origine subsaharienne. Et donc, exemple parmi d'autres, ce tweet de Gabriel Robin, un journaliste à l'incorrect, qui a relevé quelques exemples sous une publication Facebook de France 24. Alors, France 24, mais il y avait évidemment d'autres médias, Le Figaro, Le Monde. Donc, Jean-Yves, que dire de tout ça ? C'est plutôt inquiétant quand il s'agit de Français ou d'étrangers résidant en France, parce que ça prouve quand même qu'ils n'aiment pas le pays qui les a accueillis, voire le pays dont ils ont la nationalité. Ça, c'est quand même tout à fait inquiétant. Bon, si c'est un type qui est au fin fond du Congo, après tout, c'est moins grave. Voilà. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que les médias ne parlent jamais de ces réactions, qui sont pourtant systématiques après chaque acte de ce genre. Absolument. C'est quand même complètement fou. C'est l'occultation. L'occultation, mais le principal bobard, finalement... On se tue à dénoncer des bobards par action, si j'ose dire, mais le principal bobard, le principal mensonge médiatique, c'est l'occultation. Et puisqu'on parle d'occultation, Jean-Yves, c'est un petit peu lié. Vous avez un coup de chapeau avant la fin de cette émission, un coup de chapeau à Wikileaks, qui a publié un email d'un des rédacteurs du rapport de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, un rapport qui concernait l'attaque chimique prétendument perpétrée par le régime de Bachar el-Assad contre des civils. Oui, alors c'est très important puisque ça avait servi à diaboliser Bachar el-Assad, à enclencher des mesures de représailles et j'en passe, des frappes. Or, qu'est-ce que ce rapport nous dit ? Là, je vais le lire pour être précis, c'est-à-dire qu'il y a eu une déformation, une désinformation, une transformation entre ce que les gens qui étaient sur le terrain ont rapporté et ce qui a été dit dans le rapport international, et Wikileaks le révèle. Alors, qu'est-ce que les gens qui étaient sur le terrain ont vu ? C'est qu'il était impossible de savoir quel était le produit chimique utilisé. On ne savait pas si c'était du chlore. Dire que c'était du chlore ou autre. Que les vidéos des prétendues victimes montraient des symptômes différents des uns des autres et différents de ceux d'une attaque chimique au chlore. Et que l'état des cylindres utilisés lors de l'attaque, c'était incompatible avec un largage aérien
Or, la thèse était que c'était un largage aérien syrien. Donc, tout était faux. Il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune affirmation dans le rapport, il y avait beaucoup de précautions. Beaucoup d'éléments qui permettent de douter, vraiment du fait que c'était une attaque syrienne. Alors, ce qui est intéressant quand même, et tout à fait hallucinant, c'est que tous les médias français à l'époque avaient repris la thèse de l'attaque chimique au chlore du méchant Assad, etc., sans aucun discernement, sans aucun recul. Un des rares médias à ne pas l'avoir fait, c'est Russia Today, dont on dit évidemment que c'est un média russe. Effectivement, c'est un média qui est lié au gouvernement russe. Sauf que ce média russe avait donné les différents points de vue. Les points de vue des Occidentaux et les points de vue de Bachar el-Assad. Et que, donc, faut traiter correctement l'actualité. Et que pour avoir traité correctement l'actualité, sur la base d'une petite inversion de phrase, mais qui ne changeait pas le sens, ils ont été condamnés par le CSA. Une mise en demeure. Mise en demeure par le CSA, ce qui est assez grave dans la hiérarchie des sanctions du CSA. Ils ont fait appel devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a confirmé la décision du CSA. C'est-à-dire que, en gros, sur cette affaire, tous les médias, ou la grande majorité des médias, ont trompé, ont menti. Ou ont été imprudents. Oui. Vous êtes toujours prudent, Nicolas, non, mais parce que c'est bien. Ils ont repris un rapport qui avait été peut-être modifié, mais bon. Ils ont été imprudents. Le seul média qui a été finalement un peu pluriel, en donnant le point de vue dominant et aussi le point de vue alternatif, c'est celui qui est condamné. Et comment on sait tout ça ? Par Wikileaks, dont le fondateur, Julian Assange, est dans une geôle en Grande-Bretagne en attendant d'aller croupir jusqu'au restant de ses jours aux États-Unis. Voilà. Et sans être soutenu par ses collègues journalistes, en s'étant vu refuser l'asile politique par la France, et j'en passe. Jean-Yves, c'est sur cette note un petit peu négative, mais malgré tout, on voit que la vérité finit toujours par triompher, notamment là, en l'espèce, grâce à Wikileaks, que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous sommes en période de dons pour TV Liberté. C'est vraiment très important si vous pouvez soutenir la chaîne. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et soutenez la chaîne.